Bueno, señores, nos vamos. Let's go. Parasol, c'est le premier long métrage de Valérie Rosier. Dans ce film à l'esthétique très léchée, nous retrouvons trois personnages, Annie, Alfie et Perret, qui se battent chacun à leur manière pour lutter contre la solitude dans cet environnement paradisiaque de Majorque. Repito, 1, 2, 3, 4, 1. Ah oui, restez pas dans votre coin, vous voulez pas aller danser? Non, je préfère surfer ici un petit peu. Mais vous avez droit aux activités, hein? Oui, je sais, merci. Faut pas rester toute seule. Ça va. Il y avait l'envie de parler de notre société, enfin, à travers le tourisme, et de gens en vacances, de parler d'une société qui nous isole de plus en plus. Voilà, c'est un peu, enfin, tout le monde en parle, mais c'est vrai que voilà, on est tellement connectés aujourd'hui. Mais malgré cette connexion incroyable, moi je ne me suis jamais senti aussi éloigné des autres, et le lien a du mal à se faire. Et voilà. Et donc j'avais envie de parler de personnages seuls et de cette solitude qui nous guette tous, et de montrer des personnages qui essayent de sortir de cette solitude. Mais voilà, donc c'est jamais un sujet. C'est jamais un sujet facile, la solitude. Et voilà, et pour insister sur cette situation de solitude et de désœuvrement des personnages, je me suis dit que voilà, il fallait créer un contrepoint, et c'est pour ça que je les ai installés dans un univers où de la masse et où du plaisir obligatoire. Et voilà, donc donc il y avait cette envie de parler de solitude. D'accord. Dans beaucoup de films choraux, tels que celui-ci, les personnages en général finissent par se croiser, par se retrouver. Ici, ils restent forts dans leur case, ils ne se croisent jamais. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Mais c'était l'occasion. Oui, ils se croisent pas. Normalement, dans tous les films où il y a plusieurs personnages, ils se croisent tout le temps. Et voilà, mais voilà, comme le film parlait de solitude, comme le film parlait un peu de difficulté de rencontrer l'autre, c'était un peu le film où je me suis permis de ne pas les faire se croiser. Mais en fait, ils se croisent de manière un peu. Il y a plein d'histoires qui se croisent, mais il y a des personnages secondaires qui croisent d'une histoire, qui croisent des personnages secondaires d'une autre histoire. Par exemple, au début, c'est les parents de Alfie qui sont dans le train du conducteur espagnol. Quand le père va dans un hôtel pour faire plaisir à sa fille, c'est l'hôtel où loge Annie. D'ailleurs, il a la réceptionniste au téléphone à un moment. Donc il y a plein de petits détails comme ça. Il faut faire voilà, je me suis un peu amusé à montrer qu'en fait, ils se croisent, mais ils n'arrivent pas, ils ne se rencontrent pas. Et c'était pour unifier la thématique et pour créer une cohérence sur le sens et sur l'idée de solitude. Et donc, comme tu l'as dit, à côté de ça, on a le contrepoint qui est l'apogée finalement du divertissement artificiel avec ces cours collectifs, ce décor. Est-ce que c'est quelque chose qui touche particulièrement, qui vient d'une histoire personnelle si on peut savoir. Alors je peux déjà vous assurer que l'Office du tourisme de Majorque n'a pas du tout financé le film. Je ne suis pas sûr qu'ils ont envie de le voir non plus, donc je leur montrerai. Non, mais en fait, j'ai montré le film à des Majorcains. Je fais une parenthèse, et en fait, je m'attendais à ce qu'ils s'énervent un petit peu parce que je montre pas vraiment les beaux côtés de Majorque. Et en fait, ils étaient contents de, pour une fois, quelqu'un montrait un peu d'autres les coulisses, ce qu'il y a derrière. Et pour eux, le Reel, c'est ça. C'est ces rivages qui sont détruits par certains hôtels et par des touristes. Il y a beaucoup d'Allemands, en fait. Le film, il ment beaucoup. Enfin, le film ment parce qu'en fait, Majorque, c'est pratiquement une province allemande, un land allemand. Et là, il n'y a pas beaucoup d'Allemands dans le film. Mais donc Majorque, c'est ça. C'est des montagnes sublimes, c'est des arrière-pays très très beaux. C'est Palma qui est une ville, c'est comme Avignon. C'est vraiment c'est des sublimes villes. Et puis voilà, il y a des rivages qui sont détruits. Et donc c'est tous ces contrastes et paradoxes-là. Et puis voilà, il y a des gens qui ne vivent pas du tout de tourisme aussi à Majorque. Et pourquoi je vous disais ça ? Pourquoi ce film C'était quoi la question en fait ?
Mais la réponse était déjà très bien. Donc. Non, je demandais si ce paradis artificiel, c'est quelque chose qui résonnait particulièrement, mais Oui. tu as déjà un peu répondu, je Oui, pense. en fait, ça faisait très longtemps que j'avais envie de parler de tourisme. Je trouve que le tourisme dit beaucoup de choses sur nous, sur notre société. C'est un peu, mais de manière un peu plus exagérée. Et j'ai l'impression que le tourisme agit un peu comme une maman qui s'occupe de nous, chez qui on va passer le week-end et qui nous donne à manger, qui s'occupe, voilà, on retrouve notre chambre d'enfant enfin, voilà, on retourne un peu en enfance enfin, dans un certain tourisme. Et voilà, on est sécurisé, des gens pensent à notre place, ils nous nourrissent. Et c'est un peu ce qu'on vit en tant que touriste. Parfois, tout est pensé à notre place. Il y a des activités qui sont organisées. On mange ce qu'on nous dit de manger. On pense qu'on regarde à droite quand on nous demande de regarder à droite. Et voilà, et c'est un peu... Voilà, et moi, j'aime ça aussi, je vous avoue. Hein. Moi, parfois, j'aime bien aussi partir en vacances et pas avoir à trop réfléchir. Mais, et je trouve que ce tourisme-là est parfois un peu à l'image de notre société qui nous demande aussi, qui nous sécurise à fond aussi. Quoi. On doit mettre des ceintures maintenant à l'arrière, dans une voiture à l'arrêt, dans un parking. Voilà, on est dans une société qui essaie de tout sécuriser, tout contrôler et qui nous empêche un peu de réfléchir. Voilà, voilà, le tourisme, parfois, c'est un peu ça. Voilà, et je considère que ce tourisme, c'est un peu comme revenir un peu en enfance. Et le film, je crois, mais bon, j'ai essayé de le mettre, mais est-ce qu'on le voit ou pas, je ne sais pas. Mais c'est de choisir quel enfant est-ce qu'on veut rester quand on devient adulte. Est-ce qu'on veut rester cet enfant hyper sécurisé par sa maman, par son papa, ou est-ce qu'on veut rester cet enfant parce que je crois qu'il faut rester un enfant aussi quand on est adulte, mais est-ce qu'on veut rester cet enfant qui part parfois de l'autre côté de l'Europe pour rencontrer un amour qu'on a rencontré sur Internet? Et voilà, j'espère avoir donné une réponse, mais voilà, le film questionne ça. Oui, à côté de ça, on a le fils d'Annie qui est là au téléphone qui lui dit tu fais n'importe quoi, tu as 73 ans, donc finalement, est-ce qu'il y a un âge pour... C'est du vécu. Bah, oui, voilà. Est-ce qu'il y a un âge pour être irresponsable en amour? Est-ce que c'est réservé juste aux enfants, aux adolescents, selon toi? Bien sûr que non. Non, bien sûr que non. C'est ça qui est génial. La simple idée de me dire qu'à 85 ans, je pourrais retomber amoureux, je trouve ça déjà génial. Ça me donne un petit sourire et je trouve que ça relativise beaucoup de choses de la vie aujourd'hui aussi. Donc j'aime. Voilà, je crois que le film le dit. Cette période de la vie, le troisième âge, on l'a retrouvé aussi dans tes précédents projets, Silence Radio par exemple. Est-ce que c'est facile de rester juste sur cette période de la vie quand finalement on ne l'a pas vécu encore en tant qu'assez jeune réalisateur? Est-ce que c'est possible de rester... Comment on fait pour rester juste par rapport à ça? En fait, quand on fait un film, on essaye d'être sincère surtout. Et on n'essaye pas d'être juste ou d'être... j'ai fait un film sur une radio communautaire, gérée par des personnes âgées en Picardie qui passaient... ils se retrouvaient tous là, ils passaient du Michel Sardou, du Claude François, chacun était fan un peu de son artiste, ils organisaient des bals, ils créaient du lien social. Et voilà, et je trouvais toutes ces personnes plus âgées complètement... Enfin, je crois qu'elles me touchaient. Et l'important, je crois, c'est de... Enfin, je suis toujours amoureux. Pour moi, la base, c'est que ce soit en documentaire ou en fiction, c'est d'être un peu amoureux de mes personnages. Et même amoureux de mes acteurs. Alors, parfois, ils peuvent faire des trucs un peu moins bien, mais si je sais qu'au fond de moi-même, je les aime, je sais que ce sera sincère et que quelque chose de beau, ou de tendre en sortira. Et donc tes acteurs, justement, ce sont pour la plupart, je pense, des amateurs, notamment, certains ont peut-être vu dans la presse Julienne Gouffers qui joue Annie. En fait, c'est 95% des comédiens sont des non-professionnels, en fait. En fait, faut quand même que je vous explique, c'est un film qui s'est fait... en fait, en général, vous avez vu Joachim Lafosse il n'y a pas longtemps. Donc lui a écrit un scénario. Et pendant, ça a pris 1 an. Et puis il a essayé de financer son film. Ça a pris quelques années encore. Et puis il y a le tournage du film. Donc c'est des projets qui durent très longtemps. Ici, moi, j'avais une base de scénario et
on avait mis un peu d'argent de côté grâce au court-métrage, entre autres qui avait été à Cannes et tout ça. On avait mis un peu d'argent de côté, mais c'était 15 000 €, ce qui est beaucoup d'argent, mais pas beaucoup pour faire un film. Et je m'étais juré de garder cet argent, de ne pas le dépenser pour m'offrir un projet un jour et pour le dépenser dans un film. Et voilà, et c'est comme ça que ce film a commencé. Donc on n'a pas attendu d'avoir des financements de la communauté française et tout ça, tout ça. On est parti. Donc ce film, on l'a fait à 4. Voilà. Il y avait moi, il y avait un assistant, il y avait quelqu'un derrière la caméra, comme lui, et un ingénieur du son qui était le micro. Donc on est parti, on a pris un vol Ryanair, et voilà, parfois on me demande pourquoi Majorque, mais en fait Majorque c'est parce que Ryanair était moins cher là qu'en Crète. Des soucis parce que je parle mieux espagnol que grec. Et voilà, et c'est un film qui s'est fait là, on s'est retrouvé dans un Airbnb là-bas, et chacun cuisinait le soir. Enfin, c'était vraiment comme un camp scout, quoi, et à 4. Et on tournait dans les hôtels, mais rien n'était bloqué. Donc les hôtels continuaient à vivre, et nous on était juste dans les lobbies, on avait l'autorisation d'être là sans trop déranger les gens. C'était la force d'être à 4. En fait, on a pu faire ce film de fiction comme un documentaire. Et c'était assez magique, donc c'est parce que tout le monde faisait tout. Parfois on filmait des choses et moi j'étais en train de bloquer des gens et je regardais même pas ce qui se passait dans ce qu'on filmait, tellement tout le monde faisait un peu plein enfin voilà, c'était une aventure comme ça qui s'est fait en plusieurs fois. Donc on est parti 5 fois une semaine environ, et étalé sur 2 ans. Dès qu'on avait un peu de temps, un peu d'argent, voilà, on repartait à 4 et on allait tourner là-bas. Et pour en revenir aux comédiens non professionnels, c'est qu'avant le tournage, moi je suis arrivé là-bas et j'étais voir des journalistes locaux, leur demander est-ce que vous pouvez pas faire un petit article sur mon projet et dire que tout le monde peut venir jouer dans mon film. Il faut juste m'envoyer une photo sur cette adresse email. Je m'attendais de nouveau à avoir une trentaine de réponses. J'ai eu 300 réponses à Majorque, et dont une centaine de filles de 18 ans à moitié nues qui me allongées au bord d'une piscine. Malheureusement, il n'y a pas tellement de rôle de ça. Et donc après ça, j'ai fait copain, on va dire, avec un gars qui tenait un café, qui ouvrait tous les jours à 18h. Et il m'a dit ouais, bah Valérie, si tu veux, tu peux faire tes castings chez moi, en espagnol, tout ça. Je crois que... donc j'ai pas tout à fait compris ce qu'il me disait, mais c'était à peu près ça. Et je faisais les castings là, et c'est comme ça que j'ai rencontré la petite fille, les Anglais qui vivent à Majorque en fait. Les Anglais ne sont pas du tout c'est des alcooliques dans la vie aussi. Ça, je peux pas le nier. Mais ils travaillent dans l'import-export de bois. Voilà. Ils sont toute la journée avec une oreillette et un micro, et ils font des choses sur un ordinateur. Donc, mais ils travaillent ensemble. Ils sont très copains, Christiane et Alfie, par exemple. Et donc tous ces acteurs non professionnels, qu'est-ce qu'ils ont apporté à leur rôle ? Est-ce qu'ils avaient de la place pour l'improvisation, pour apporter leur propre vécu ? Oui, bien sûr, c'est tout le jeu de jouer avec des comédiens non professionnels, c'est qu'on a des scénarios de base, et puis en fait, une fois qu'on rencontre les gens, on les détruit, et on adapte le scénario à qui ils sont. Par exemple, Julienne, donc Annie, elle, donc, que j'ai castée en Belgique, c'était par rapport. J'ai fait la même chose, j'ai fait une petite annonce dans le courrier de l'ESCO, elle a répondu dans un café dans le Hainaut. J'ai rencontré une vingtaine de femmes, et puis voilà, et puis je tombais amoureux d'elle, et je lui ai dit Annie, je vous veux. Venez. Est-ce que vous êtes... Alors Annie est une fermière qui est à la retraite, qui s'occupe de vaches laitières, et elle vit avec son mari dans leur ferme, qui est maintenant vide, et ils attendent là. Et je dis Annie, est-ce que vous êtes prête Julienne, est-ce que vous êtes prête à partir 10 jours avec moi à Majorque? Et elle m'a fait oui, mais à une condition. Je dis oh quoi, c'est de l'argent, machin. Non, c'est que mon mari vienne avec moi. Et je dis oh, bon, bah, bien sûr. Et alors son mari est venu, et son mari c'est l'homme au détecteur de métal. Donc en fait la réalité rejoint la fiction. En fait elle rencontre peut-être dans le film celui qui est son... Voilà. Et pourquoi je disais tout ça encore? Parce que j'avais posé des questions en fait. Donc à côté d'Annie, on a Alfie qui va, pour revenir un peu au personnage quand même, qui a de nouveaux amis qui vont finalement l'arnaquer, le manipuler. Qu'est-ce que ça en dit sur le personnage? C'est une recherche de compagnie. Qu'est-ce qu'il recherche par rapport à ces nouveaux amis qui finalement sont un peu des enfoirés? Mais Alfie, c'est un peu, c'est le personnage qui montre. En fait, c'est lui qui montre le plus l'envie d'avoir notre envie. Je crois qu'on a tous de vouloir faire partie.
je sais que moi, adolescent, j'avais toujours envie de faire partie de bandes et d'avoir des amis. Et j'ai le souvenir d'avoir fait des très mauvais choix pour pouvoir faire partie. Et c'est lui qui va aller le plus loin. Lui, il va aller jusqu'à l'humiliation de sa propre personne et d'une autre personne pour faire partie. Et voilà, c'est lui qui pousse l'idée de qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas être seul le plus loin. Voilà, c'était son rôle en tant que personnage. Oui, et tous ces personnages subissent un peu des oppressions à différents niveaux, un par son travail, l'autre Ils sont tous un peu humiliés à un Ouais. moment. Donc oui, ils subissent tous des oppressions et puis finissent par finalement prendre chaque fois sous une forme différente, une forme de revanche. C'est une manière de retrouver peut-être leur liberté, de reprendre sa revanche. Est-ce que c'est une étape nécessaire parfois? Mais je crois que la vie est faite de chutes. Et dans le film, tous ces personnages chutent tout le temps. Et c'est pour ça que ce film est un peu dur parfois. Je sais que certaines personnes parfois sortent du film en me disant wow. Ce que je voulais faire, c'était montrer des personnages qui tombent, mais qui se relèvent tout le temps. Et en fait, si on fait attention, en fait, tous ces personnages se relèvent constamment. Il leur arrive toujours des choses, mais ils se relèvent. Et la fin, j'essaie de quand même faire une fin qui montre qu'il y a quand même des belles choses possibles pour les trois personnages. D'un point de vue un petit peu plus technique, le film est composé d'une esthétique assez soignée, des plans très larges, fixes en général, parfois un peu décadrés, qui laissent beaucoup de place à la nature, au vide même parfois. En quoi ça sert quoi tu considères que ces choix servent la narration? Depuis tous les courts-métrages, les documentaires que je fais, pour moi c'est toujours très important que la forme réponde au fond et serve au fond. Et de nouveau, ce film il s'est fait de manière très très libre. Comme il n'y avait pas de producteur, comme il n'y avait pas de grands financiers derrière, on a vraiment pu essayer des choses et j'ai pu me permettre d'essayer des cadres que je rêvais de faire, c'est-à-dire des cadres très larges. Normalement, les personnages ne sont pas en bas du cadre ici, mais ils doivent être là-haut. Il y a des règles de cadre. Et en fait, il y a des règles d'or dans le cadrage. Et si vous regardez la télévision, en fait, elles sont constamment respectées. C'est tellement inconscient pour nous, mais en fait, c'est toujours respecté. Et directement, quand on voit un personnage tout en bas, ça nous choque. Et ça crée et j'ai voulu jouer sur ce dérangement et de montrer à quel point ces personnages étaient en fait... Je voulais les montrer un peu perdus dans le cadre. Et comme ils sont un peu perdus eux-mêmes dans la vie. Et d'où cet espace, voilà, ce grand vide un peu fixe autour d'eux et dans lequel ils n'arrivent pas toujours à trouver leur place. Voilà. Et puis il y avait envie de faire un film belge avec de la couleur, parce que voilà, même si ce film est un peu triste et tout ça, et il y a de l'humour aussi. J'espère que vous avez un peu ri quand même de temps en temps. Je voulais quand même montrer de la couleur, voilà, pour de nouveau cette envie de contraste et de contrepoint. Le film est beaucoup construit sur le contrepoint. Il y a un moment doux entre le père et sa fille va être... Enfin, le plan qui va suivre, ça va être les Anglais qui vomissent dans des toilettes ou des trucs comme ça. En fait, le rythme du film est aussi construit sur le contrepoint, sur les différences. Et voilà, dans le cadrage, il y avait cette envie que donc, le cadrage... exprime ce qui se passe à l'intérieur des personnages, c'est-à-dire un peu seul, un peu perdu, un peu bord cadre, en fait. Et quand on est, en tant que cinéaste, quand on a ces envies de justement un peu d'expérimentation de cadrage, est-ce que c'est pas difficile parfois d'éviter le piège de l'esthétique pour l'esthétique et de toujours réfléchir à ce que ça serve la narration? Oui, mais oui. Non, mais en fait, l'esthétique pour l'esthétique, on n'a pas toujours essayé de le faire. D'ailleurs, il y a des plans qui sont pas très beaux. Et puis voilà, en fait, ils fonctionnaient. Je les ai laissés et je me suis dans le film. Mais il y a, je crois que ce qui est très stimulant pour un artiste en général ou pour quelqu'un, c'est la radicalité au départ. C'est-à-dire se mettre des contraintes et essayer d'avoir une vraie radicalité sur son regard et sur son envie de raconter des choses. Et ce film, en fait. C'est quand même fantastique d'avoir un film. On a osé faire des choses sur ce film. Alors voilà, il y a des choses qui fonctionnent moins bien, des choses qui fonctionnent bien, mais c'est quand même un film de plan large où il n'y a pas des gros plans où on voit le personnage, l'autre personnage, l'autre personnage. Enfin, on est habitué à faire ça. Ici, c'est un film où
où on a des plans larges sur des personnages, et puis on passe sur un autre personnage, et puis on revient pratiquement jamais sur le plan qu'on a vu. Et c'est un peu osé, on va dire, de faire ça, c'est une forme, parce que, de nouveau pour parler de l'envie d'aller de l'avant, en fait, comme les personnages le font, malgré le fait qu'ils tombent, ils vont de l'avant. En fait, c'est toutes des petites choses qui se passent dans ma tête, c'est des contraintes que je mets, mais que je trouve importantes, qui sont inconscientes peut-être pour vous. Mais et je trouve que cette radicalité, moi, elle me force à être créatif et à trouver des idées pour que ça fonctionne. Et voilà. Et parfois ça fonctionne mieux, parfois ça fonctionne moins bien, mais c'est extrêmement stimulant. Et voilà. Donc ces contraintes parfois peuvent passer pour esthétisantes, mais pour moi, elles sont extrêmement stimulantes au niveau niveau créativité. Et voilà. Et est-ce que dans ce style, tu as des influences particulières On a parfois pensé à Ulrich Seidel ou des gens comme ça. Est-ce que c'est inconscient? Alors, on me cite souvent Ulrich Seidel, mais en fait, personne ne connaît Ulrich Seidel. Mais donc, donc c'est un réalisateur autrichien, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a fait des films un peu... En fait, on me compare à lui parce qu'en fait, il fait à peu près le même genre de film, mais en beaucoup plus hard et beaucoup plus glauque. Et donc, voilà, il y a un petit peu moins... Je crois que c'est un peu plus tendre. Et puis, c'est quand même un génie aussi. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'admire énormément, mais donc il y a un peu de lui, je crois, au niveau des inspirations. Mais il y a plein de gens qui m'inspirent. En fait, c'est un film. Il y a un côté hyper réaliste. Il y a un côté un peu. Je sais pas très bien. C'est un film un peu où il y a plein de genres à l'intérieur, je crois. Donc je peux aimer un Benoît Mariage, Les Convoyeurs attendent, par son côté un peu réaliste, et puis l'ironie qu'il a. Tout comme le pouvoir un peu rôde contemplatif, poétique de Bouli Lanners. Voilà, c'est tous des gens qui, moi, m'inspirent, mais pour des petites choses. Ou alors le burlesque de Tati, pour certaines séquences, d'Annie aussi. Voilà. Enfin, il y a j'ai plein de... Ettore Scola aussi. Je ne sais pas si vous le connaissez. Certains d'entre vous le connaissent sans doute. C'est un grand réalisateur italien qui est décédé il n'y a pas longtemps et qui a fait La Terrasse, Che ora è, Le Bal, à découvrir si vous ne le connaissez pas. Est-ce qu'un premier long métrage, c'est un cap pour un jeune réalisateur? Est-ce que tu le vois comme vraiment un aboutissement ou un futur plus éclairé maintenant? C'est incroyable. C'est incroyable de voir des affiches de son film dans la ville où on est né, déjà, de se réveiller le matin, d'aller s'acheter son pain et de voir une affiche de son film. Je vous avoue, enfin, c'est un peu un ego trip. Voilà. Il y a un truc qui est quand même assez incroyable. Et puis voilà, avoir son film dans une grande salle où des gens viennent voir votre film, des gens que vous ne connaissez pas, parce que je tiens à vous préciser que je ne vous connais pas, pour ceux qui... Donc c'est assez incroyable aussi, et puis c'est magique de voir son film avec un son incroyable dans une grande salle. Enfin c'est pas un aboutissement, mais en fait on rêve de ça, même si certains ne l'avouent pas, on rêve de ça depuis toujours, quoi. Alors pour terminer, on a une question un peu habituelle pour cette troisième séance de Cinéwa, c'est quelle est ta vision du cinéma belge et comment se porte-t-il selon toi? Oui. La question piège. Non, mais en fait, le cinéma belge, il peine à trouver son public déjà. Mais on apprend. Vous inquiétez pas. On va vous trouver. On va y arriver. Ils sont là, hein. Mais je crois que ce qui nous lie tous. En fait, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a plein de jeunes réalisateurs qui font leur premier film là cette année. Guillaume Senez, là il y a un film qui va sortir qui s'appelle Je me tue à le dire, qui est complètement incroyable, qui sort au mois de mai, d'humour noir incroyable. C'est le nouveau C'est arrivé près de chez vous, de Xavier Seron. Il y a Baden Baden d'une jeune réalisatrice qui s'appelle Rachel Lang. En fait, il y a plein de premiers films qui ont leurs qualités et leurs défauts, mais qui sont tous extrêmement intéressants. Je vous jure qu'il y a vraiment une nouvelle vague de cinéma belge. Il y a un truc qui arrive là. Et donc c'est assez excitant. Et c'est des premiers films, donc voilà, il y a des petites choses qui ne vont parfois pas, mais c'est vraiment très 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 intéressant. Et il y a Keeper de Guillaume Senez aussi, que certains ont peut-être vu. Et voilà. Et ça, c'était une première chose. Donc il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Et sinon, je crois que ce qui lie tous ces cinéastes belges,
c'est la liberté en fait. On parle souvent de l'humour belge et tout ça, mais bon, je sais pas, Joachim Lafosse, c'est pas vraiment, il y a pas d'humour belge dans les films de Joachim Lafosse, alors qu'il y a quelque chose de très belge dans ce qu'il fait, je crois. Et moi, je suis complètement fan de ce qu'il fait, mais je crois que ce qui nous lie, c'est vraiment la liberté. On est moins bloqué par les choses, et on ose faire des choses, quoi. On ose faire des films qu'en France, parfois, ils n'osent peut-être parfois pas faire. Et cette liberté-là, c'est peut-être ce que certains Français nous envient parfois, mais voilà, c'est quelque chose d'assez magique dans notre pays. Ouais, merci pour ces éclairages sur ce premier long métrage. On souhaite qu'il y en aura d'autres. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, ça tombe bien car nous en avons d'autres, où vous apprendrez notamment que... Le challenge d'un réalisateur belge, c'est de faire un film que Hugues Daillet aime. N'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube Cinéwa, à liker nos vidéos, à les partager, à les commenter. Tout ça nous fait très plaisir. Et à très bientôt sur Cinéwa.